La pluie glaciale d'avril, ces fameuses giboulées de printemps qui cinglent le visage comme des milliers d'aiguilles, me fouettaient la peau, mêlant l'eau boueuse aux larmes chaudes que je refusais obstinément de laisser couler. Je restais là, pétrifié au milieu de l'allée en gravier de la maison de mon enfance, regardant mon sac à main de marque bon marché atterrir lourdement dans une flaque d'eau sale. Le cuir synthétique s'imbibait déjà debout, tout comme mon ordinateur portable à l'intérieur, cet outil avec lequel j'avais sauvé leur entreprise de la faillite plus de fois que je ne pouvais compter. Mon père, Régis, se tenait sur le seuil de la porte en chêne massif, le visage pourpre, les veines de son cou saillant sous l'effet de la rage et du vin rouge de Bordeaux qu'il avait consommé en excès durant le déjeuner. Il ne m'a pas seulement mise dehors. Il m'a jeté comme on jette un sac poubelle un soir de grève, avec un mépris qui me glaçait le sang plus sûrement que l'averse. « Dégage !» a-t-il hurlé, sa voix couvrant le bruit du tonnerre qui grondait au-dessus des monts du Lyonnais. « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas appris à ramper à mes pieds pour t'excuser. Tu te crois indispensable ? Tu n'es rien sans moi, Sidonie. Rien. Tu n'es qu'une ingrate qui a oublié d'où elle vient. » La porte s'est refermée avec un bruit sourd, définitif, qui a résonné jusque dans mes os, faisant trembler les vitres de la façade bourgeoise. J'ai frissonné, non pas à cause du froid mordant, mais à cause de la réalisation brutale qui venait de me frapper en plein cœur. C'était fini. Vraiment fini. 12 années de ma vie venaient d'être effacées en une seconde. Avant de vous raconter exactement comment j'ai orchestré la chute de leur petit empire et comment j'ai coupé chaque centime qui finançait leur vie de luxe, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous ? Je lis tous vos commentaires, surtout ceux qui viennent de ceux qui ont déjà ressenti cette douleur. Abonnez-vous maintenant si vous avez déjà ressenti l'injustice familiale. Revenons à cette allée sous la pluie. Je me suis penché pour ramasser mon sac. Mes doigts engourdis ont frôlé la boue froide. Émeric, mon petit ami, qui se tenait à quelques pas, a fait un mouvement impulsif pour aller frapper à la porte, les poings serrés, prêt à défendre mon honneur et à exiger des excuses. Je l'ai retenu par le bras. Mon geste était ferme, malgré mes tremblements. J'ai planté mon regard dans le sien, l'eau ruisselant sur mes cils. Non, ai-je chuchoté, ma voix étrangement calme sous le déluge, une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Ne gaspille pas ton énergie, Émeric. Ils ne méritent pas ta colère. Ils veulent une guerre ? Ils vont l'avoir. Mais elle sera silencieuse, elle sera froide, et elle sera totale. Pour comprendre pourquoi ce moment était le point de non-retour, il faut que je vous ramène 12 ans en arrière. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé d'une grande école de commerce, major de ma promotion, avec des offres d'emploi à la Défense à Paris et à la City de Londres. Mon rêve était de travailler dans la finance internationale, de voyager, de construire ma propre vie loin de cette province étouffante. Mais le destin, ou plutôt la manipulation émotionnelle experte de mes parents, en a décidé autrement. L'entreprise familiale, Piscine Régis, spécialisée dans la construction de bassins haut de gamme en Rhône-Alpes, était au bord du gouffre après la crise financière. Les banques menaçaient de saisir la maison, les fournisseurs ne livraient plus. Mon père m'a supplié un soir d'hiver, les larmes aux yeux, assis à la table de la cuisine, ses mains calleuses serrant les miennes. Sidonie, tu es la seule qui comprend les chiffres. Aide-nous juste 1 an ou 2. C'est ton héritage, après tout. Tout ça sera à toi un jour. Nous avons construit ça pour toi. J'ai cru en cette promesse. J'ai cru en ces larmes. J'ai refusé mes offres de rêve à Paris. Je suis restée. J'ai travaillé dans un bureau sans fenêtre au fond de l'entrepôt humide, portant des pulls épais et des mitaines parce que le chauffage coûtait trop cher, tandis que mon père rénovait son propre bureau avec du mobilier design italien. Pendant 12 ans, j'ai été la directrice financière, la comptable, la responsable des ressources humaines, la psychologue et la gestionnaire de crise. J'ai redressé la barre, centime par centime. J'ai transformé une entreprise moribonde en une machine à cash qui générait des bénéfices records. Mais je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. Je n'étais pas une associée. Je n'étais pas une partenaire. J'étais la fille docile. L'outil. La bonne à tout faire. Et ce dimanche de Pâques, sous la pluie battante, l'outil venait d'être jeté aux ordures parce qu'il avait osé,
pour la première fois de sa vie, dire le mot interdit, non. La disparité entre ma vie et la leur n'était pas seulement injuste, elle était grotesque. C'était une comédie tragique que je finançais chaque mois avec ma sueur et mes sacrifices, une réalité que je m'étais efforcé d'ignorer pour préserver la paix familiale. Mais sous la pluie, les œillères sont tombées. Regardez le tableau de ma vie quotidienne. J'ai 34 ans et je conduis une Renault Clio grise de 2010, cabossée sur l'aile droite, qui sent le renfermé et dont la climatisation a rendu l'âme il y a 3 étés caniculaires. Chaque matin d'hiver, je dois gratter le givre à l'intérieur du pare-brise. Chaque fois que je tourne la clé de contact, je prie silencieusement pour que le moteur tienne un jour de plus, car je n'ai pas les 500 € nécessaires pour changer la courroie de distribution. Je vis dans un petit appartement en location, je fais mes courses chez Lidl, et je n'ai pas pris de vraies vacances depuis 5 ans. Maintenant, regardez ma sœur, Faustine. 29 ans. Elle se définit comme créatrice de contenu lifestyle sur Instagram, ce qui signifie concrètement qu'elle passe ses journées à se prendre en photo, à tester des brunchs gratuits et à critiquer le physique des autres femmes. Elle conduit une Mini Cooper S décapotable, toute option, intérieur cuir crème, peinture métallisée. Une voiture magnifique, nerveuse, qui fait retourner les têtes. Une voiture dont le contrat de leasing, à 450 € par mois, est prélevé directement sur mon compte bancaire personnel sous l'intitulé frais d'hiver. Et il y a Joris, mon petit frère de 24 ans. Le bébé de la famille, le prince héritier. Il a abandonné l'université de Lyon après 3 mois en faculté de droit car se lever à 8 h du matin était trop violent pour son biorhythme fragile. Il vit dans un appartement T2 au centre-ville, quartier Bellecour, que je paie intégralement, officiellement pour qu'il puisse chercher sa voie dans un environnement inspirant. Sa voie semble être League of Legends et Call of Duty, vu que je paie aussi la facture d'internet fibre optique professionnelle, le forfait le plus cher du marché, pour qu'il n'ait aucun lag pendant ses parties classées. Et ma mère, Sylviane. Ah, maman. Elle ne travaille pas depuis 30 ans, ce qui en soi n'est pas un problème, mais elle a développé des goûts de reine. Son abonnement à la salle de sport de luxe, le Club V, avec accès spa, hammam et cours de pilates illimités, coûte 120 € par mois. Plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Qui paie? Le prélèvement automatique nommé S-Grant sur mon compte. Elle y va tous les jours pour papoter avec ses amis et se plaindre de la dureté de la vie, drapée dans des tenues de sport de marque que j'ai aussi payées. C'est pour la famille, Sidonie, me disait toujours mon père, sa grosse main posée sur mon épaule, quand je tentais timidement d'aborder le sujet de mes finances. On ne compte pas entre nous. Quand l'entreprise sera vendue ou que je prendrai ma retraite, tu récupéreras tout ça au centuple. Tu es ma banquière préférée. J'ai fait le calcul mental rapide en montant dans la voiture d'Emeric ce jour-là, l'eau ruisselant de mes cheveux sur le siège passager. Le leasing de Faustine. Le loyer de Joris. Le spa de maman. Les assurances vie de papa. Les courses oubliées chaque semaine. Les factures d'électricité de la maison familiale qui fait 250 mètres carrés et qu'il chauffe à 24 degrés en hiver pendant que je porte 2 pulls chez moi. Les réparations de la toiture. Les frais dentaires de Joris. Ce n'était pas de l'aide. C'était une hémorragie. C'était du vampirisme financier déguisé en amour filial. Une semaine avant Pâques, mon père m'avait convoqué dans son bureau climatisé. Il voulait lancer une nouvelle gamme de piscines connectées pour l'été, un projet pharaonique et mal préparé. La banque est un peu frileuse à cause de mon historique, a-t-il dit en évitant mon regard, triturant un stylo Mont Blanc en or. J'ai besoin que tu signes ce prêt en tant que caution solidaire. C'est juste une formalité, ma chérie. Ton dossier est impeccable, toi tu n'as jamais eu d'interdit bancaire. J'avais senti un œuf se former dans mon estomac, une boule d'angoisse froide. Caution solidaire. Cela signifiait que s'il ne payait pas, et connaissant sa gestion, c'était probable, la banque viendrait saisir mes biens, mes comptes, ma vie future. Je serais endetté sur 30 ans pour ses caprices. Je ne sais pas, papa. J'ai déjà beaucoup d'engagement, avais-je murmuré, la gorge sèche. Son visage s'était durci instantanément, le masque paternel tombant pour révéler le tyran. Tu ne fais pas confiance à ton propre père? Après tout ce que j'ai fait pour toi?
Tu es d'un égoïsme qui me fait peur, Sidonie. Signe ça d'ici la fin de la semaine ou ne viens pas te plaindre si l'entreprise stagne à cause de toi. J'avais pris le dossier, les mains tremblantes. Je ne l'avais pas encore signé. Et Dieu merci, alors que la voiture d'Emeric s'éloignait de cette maison maudite, je savais que je ne le signerais jamais. Je n'aurais peut-être jamais ouvert les yeux sans Emeric. C'est un homme calme, ingénieur système dans une grande boîte d'informatique, pragmatique, logique. Il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de grandes déclarations, mais il observe tout avec une acuité redoutable. Nous étions ensemble depuis 6 mois, et bien qu'il restât discret lors des repas de famille, il commençait à voir les fissures béantes dans ma façade de fille parfaite et dévouée. Un soir de mars, il est venu me chercher tard au bureau. Il était 21h30. Tout le monde était parti depuis longtemps. J'étais endormi sur mon clavier, la joue marquée par les touches, une boîte de nouilles instantanées à moitié finie et froide à côté de moi. C'était mon dîner, car j'essayais d'économiser pour payer la taxe foncière de la maison de mes parents qui venait d'arriver et que mon père avait négligemment glissé dans mon courrier. Il est entré doucement, a posé sa main sur mon épaule pour me réveiller. Puis, son regard est tombé sur la feuille de calcul ouverte sur mon écran. Il a doucement retiré la feuille de sous mon coude. C'était le relevé de mes dépenses mensuelles personnelles. Ses yeux ont parcouru les lignes, et j'ai vu sa mâchoire se contracter, un muscle jouant sous sa peau. « Sidonie » a-t-il dit, sa voix basse mais chargée d'une colère froide que je ne lui connaissais pas. « C'est quoi ça ? Assurance Porsche Cayenne, Régis ? 220 € par mois ? » J'ai frotté mes yeux cernés, essayant de rassembler mes esprits. « C'est la voiture de papa. L'assurance est à mon nom parce qu'il a eu trop de malus il y a 3 ans après son accident. Aucune compagnie ne voulait l'assurer à un prix décent. Et ça ? A-t-il continué, pointant une autre ligne. Carte Gold Sephora, Faustine ? 150 €. Elle avait besoin de maquillage pour un shooting important. C'est pour sa carrière, tu comprends, elle doit investir dans son image. Emeric a posé la feuille sur le bureau comme si elle était radioactive, contaminée. Il m'a pris par les épaules, m'a fait pivoter sur ma chaise et m'a forcé à le regarder droit dans les yeux. Sidonie, écoute-moi bien. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du devoir familial. C'est du parasitisme pur et simple. Tu manges des nouilles chimiques à 50 centimes pour qu'ils puissent rouler en Porsche et se faire des masques au caviar. Tu es en train de te tuer à la tâche, littéralement, pour financer leur vanité. Ils ne t'aiment pas, Sidonie. Ils aiment ton chéquier. Ils aiment ta docilité. J'ai voulu le contredire, lui sortir mes excuses habituelles, mais c'est compliqué où tu ne comprends pas l'histoire de la famille, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Il avait raison. Il avait terriblement raison, et l'entendre de la bouche de quelqu'un qui m'aimait vraiment m'a brisé le cœur. Ce soir-là, nous ne sommes pas allés au cinéma comme prévu. Nous sommes allés chez lui, et nous avons passé 3 heures à éplucher 10 ans de relevés bancaires. Emeric, avec sa rigueur d'ingénieur, a créé un tableau Excel croisé dynamique complexe. Il a catégorisé chaque dépense, loyer Joris, leasing Faustine, facture maison, dette papa. Le chiffre final, calculé automatiquement en bas à droite de l'écran, brillait comme un néon rouge toxique dans la nuit noire, 158 400 €. Je suis restée muette, le souffle coupé. C'était le montant total que j'avais versé à ma famille au cours des 12 dernières années, hors de mon travail gratuit, hors des heures supplémentaires non payées. C'était le prix d'un bel appartement à Lyon. C'était le prix de ma liberté, de mes voyages non faits, de ma vie non vécue. Mettez la vidéo en pause une seconde et réfléchissez à cela. Regardez ce chiffre, 158 400 €. Si vous découvriez aujourd'hui que votre famille vous a soutiré une telle somme en profitant de votre gentillesse et de votre sens du devoir, que feriez-vous ? Quelle serait votre première réaction ? La colère ? Le déni ? L'effondrement ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieuse de voir si j'ai été trop patiente ou simplement aveugle. Après avoir vu ce chiffre, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est réveillé, une partie de moi qui dormait depuis l'enfance. J'ai regardé Emeric, mes yeux secs, et j'ai dit d'une voix blanche, « Ouvre-moi un compte.
Un compte secret. À partir de maintenant, chaque centime que je gagne en freelance, chaque prime, chaque remboursement de notes de frais va là-dessus. Ils ne verront plus rien. Je prépare ma sortie. C'était le début de mon plan. Je ne savais pas encore quand je l'activerais, je pensais attendre encore quelques mois, mais je savais que l'élastique était tendu à craquer et qu'il allait bientôt me revenir en pleine figure. Le mois d'avril est l'enfer sur Terre pour les piscinistes. C'est le moment critique où tout le monde se réveille de l'hiver et veut sa piscine prête pour le premier barbecue de juin. Le téléphone sonne sans arrêt, une cacophonie ininterrompue, les fournisseurs sont en rupture de stock, et les clients sont hystériques, exigeant l'impossible. Mon père était dans un état de stress permanent, son visage rougeaud luisant de sueur, ce qui signifiait qu'il cherchait constamment un bouc émissaire pour évacuer sa frustration. Et devinez qui c'était ? Moi, toujours moi. 2 semaines avant Pâques, un incident a fait déborder le vase et a révélé la vraie nature de sa loyauté. Joris, mon frère génie de l'informatique autoproclamé, est passé au bureau un mercredi après-midi. Il s'ennuyait dans son appartement payé par mes soins. Il a décidé d'installer un nouveau jeu vidéo piraté sur le serveur principal de l'entreprise, celui qui contient toutes nos données clients, nos devis, nos plans d'architecte et notre comptabilité. Il voulait profiter de la puissance de calcul de nos serveurs. Le lendemain matin, à 8 heures, j'ai allumé mon ordinateur. Écran noir. Un message rouge clignotant. VOS données sont cryptées. Payé 3 000 € en Bitcoin. Un ransomware avait paralysé Piscine Régie. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai passé 48 heures sans dormir, enfermé dans le local serveur avec un prestataire informatique d'urgence, pour récupérer les données. J'ai dû payer la rançon de 3 000 € de ma propre poche car la trésorerie de l'entreprise était à sec ce mois-là, mon père venant d'acheter un nouveau barbecue géant Weber à 2 000 € pour la maison. Quand mon père est arrivé le lundi suivant, frais et dispo après un week-end de golf, je lui ai expliqué la situation, les yeux cernés de noir, tremblante de fatigue et de caféine. Je m'attendais à ce qu'il hurle sur Joris. Je m'attendais à une sanction exemplaire. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi et m'a giflé verbalement avec une violence inouïe devant les 2 secrétaires. « C'est ta faute », a-t-il postillonné. « Tu es la gérante administrative. Pourquoi tu as laissé ton frère accéder au serveur ? Tu sais qu'il est jeune, qu'il aime jouer, qu'il est curieux. C'est à toi de sécuriser le réseau. Tu es incompétente. Tu as mis la boîte en danger par ta négligence. » Joris était là, affalé sur une chaise dans le coin, en train de rire nerveusement, ne montrant aucun remords. « Ouais Sidonie, t'aurais dû mettre un meilleur antivirus, franchement, c'est la base, a-t-il osé dire. J'ai senti une chaleur froide monter dans ma poitrine, une sensation de brûlure intense. J'avais sauvé l'entreprise, j'avais payé de ma poche pour réparer sa bêtise, et c'était moi l'incompétente ? Joris n'a même pas reçu une tape sur la main. Pas une réprimande. Rien. C'est là que j'ai compris la hiérarchie réelle et immuable de cette famille. Je n'étais pas l'héritière. Je n'étais pas la fille prodige. J'étais la mule. L'animal de trait combat quand la charrette est trop lourde, pendant que les étalons de parade, Faustine et Joris, reçoivent des morceaux de sucre et des caresses. Le soir même, une fois tout le monde parti, je suis resté tard. J'ai copié l'intégralité du disque dur sur un cloud sécurisé personnel dont j'étais la seule à avoir le mot de passe. J'ai rassemblé mes contrats de travail, mes fiches de paie, les échanges de mails incriminants, et surtout, les preuves de tous les paiements personnels que j'avais faits pour eux depuis 10 ans. Je constituais mon dossier de guerre. Je sentais l'orage arriver, l'air était électrique, et je n'allais pas me laisser mouiller sans parapluie. L'atmosphère à la maison était toxique, lourde comme l'air avant un orage d'été dans la vallée du Rhône. Quelques jours avant le fameux dimanche de Pâques, Faustine a débarqué dans mon bureau, sans frapper, bien sûr. Elle portait une tenue neuve, sentait le parfum hors de prix et l'égoïsme pur. Sido, a-t-elle chantonné, utilisant ce surnom infantilisant que je déteste et qu'elle sait que je déteste. J'ai une idée géniale pour mon anniversaire le mois prochain. Je vais louer une villa à Saint-Tropez pour le week-end avec mes amis influenceurs. On va faire des stories incroyables, ça va faire exploser mon nombre d'abonnés.
C'est le tournant de ma carrière. Elle a posé une brochure sur mon bureau, écrasant un dossier client important. Le prix de la location pour le week-end, 2500 €. Hors nourriture et champagne. C'est super, Faustine, ai-je dit sans lever les yeux de mon écran, continuant de taper un devis. J'espère que tu as économisé. C'est une belle somme. Elle a ri, un petit rire cristallin, léger et cruel. Arrête de faire la rabat-joie. Tu sais très bien que je n'ai pas de cash en ce moment, mes partenariats tardent à payer, les marques sont lentes. Tu vas me l'avancer. Je te rembourserai quand je serai célèbre, promis. Allez, sors ta carte. J'ai arrêté de taper. J'ai levé les yeux vers elle. Non. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le bruit de la ventilation de l'ordinateur semblait soudain énorme. Elle n'avait pas l'habitude de ce mot. Elle cligna des yeux, comme si je lui avais parlé en chinois. Pardon? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit non, Faustine. Je ne paie pas tes vacances. Je ne paie pas ta villa à Saint-Tropez. Je ne paie plus rien. Débrouille-toi. Trouve un vrai travail si tu veux du luxe. Son visage s'est déformé. La jolie poupée est devenue une harpie. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi parce que je suis belle et que je profite de la vie pendant que tu moisis ici. Tu vas le regretter. Elle est sortie en claquant la porte si fort que le cadre photo sur le mur a tremblé et s'est mis de travers. 1 heure plus tard, mon téléphone sonnait. C'était ma mère. La voix doucereuse, manipulatrice, celle qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Sidonie, ma chérie, ta sœur est en pleurs dans sa chambre. Pourquoi es-tu si méchante avec elle? Tu sais qu'elle est sensible, qu'elle est artiste. Elle a besoin de ce voyage pour son image. C'est un investissement pour l'avenir de la famille. Allez, fais un effort. On te remboursera, papa a un gros chantier qui rentre. Comme vous m'avez remboursé le prêt de l'année dernière? Ou la voiture? Ou les courses de Noël? Ai-je répondu, ma voix tremblant de rage contenue. Tu deviens amère, ma fille. L'argent te monte à la tête, c'est vilain. On en reparlera dimanche au déjeuner de Pâques. Et arrange-toi pour être de bonne humeur, on aura de la famille. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je savais ce qui m'attendait dimanche. Une embuscade. Ils allaient se mettre à 3 contre moi, avec le soutien tacite de la famille élargie, pour me faire plier, comme toujours. Ils pensaient que j'allais céder sous la pression sociale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne plierais plus. J'étais devenue de l'acier trempé. J'étais prête. Partie 6, le déjeuner des Pâques, le climax, nombre de mots estimés, 900 mots, aucun appel à l'action dans cette partie. Le dimanche de Pâques est arrivé, gris, pluvieux et sinistre. La grande table de la salle à manger était dressée avec la nappe en dentelle blanche de grand-mère et l'argenterie lourde des grands jours. L'odeur du gigot d'agneau à l'ail et au romarin, rôtissant depuis 4 heures, emplissait la pièce, une odeur riche et grasse qui aurait dû être réconfortante mais qui me donnait la nausée ce jour-là. Émeric était à mes côtés, sa main chaude serrant discrètement mon genou sous la table. Il était mon ancre dans cette tempête. L'ambiance était faussement joviale, une couche de vernis craquelée sur une réalité pourrie. Mon père servait un Bordeaux grand cru millésimé, riant trop fort aux blagues pas drôles et vulgaires de Joris, lui resservant du vin comme s'il était un homme accompli. Le coup de grâce est arrivé au moment du fromage. Le plateau de fromage affiné venait d'être posé. Mon père s'est levé, son verre à la main, le visage rouge, pour porter un toast. Il a regardé Joris avec une fierté baveuse que je n'avais jamais vue quand il me regardait, même quand je lui apportais des bilans comptables positifs. J'ai une grande annonce à faire, a-t-il déclaré, le torse bombé, balayant la table du regard. Comme vous le savez, l'entreprise grandit, malgré les difficultés. J'ai décidé qu'il était temps de préparer l'avenir, la transmission. À partir du mois prochain, Joris sera nommé directeur général adjoint. J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Joris? Celui qui avait vérolé le serveur la semaine dernière? Celui qui se levait à midi? Et ce n'est pas tout,
A continué mon père, ignorant ma pâleur soudaine et le regard stupéfait d'Émeric. Je vais transférer 51% des parts de l'entreprise à Joris dès la semaine prochaine. C'est un homme, il doit porter le nom de la famille, c'est la tradition. Sidonie, tu resteras bien sûr directrice administrative pour l'épauler, le guider. Ton salaire restera le même, mais tu auras la satisfaction de former ton frère et de servir la famille. Le temps s'est arrêté. Le bruit de la pluie contre les carreaux semblait s'être tu. J'ai regardé ma mère. Elle souriait, approuvant totalement cette folie, coupant un morceau de brie comme si de rien n'était. J'ai regardé Faustine, qui filmait la scène pour sa story Snapchat, un sourire narquois aux lèvres. J'ai posé ma serviette sur la table. Lentement. Soigneusement. Tu plaisantes, j'espère? Ma voix était tranchante comme un scalpel, coupant l'air épais de la pièce. Mon père a froncé les sourcils, surpris qu'on l'interrompe. Quoi? Tu devrais être heureuse pour ton frère. C'est une belle opportunité pour lui. Joris ne sait pas faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Il ne sait même pas faire une règle de 3. Il a failli couler la boîte la semaine dernière. Et tu veux lui donner l'entreprise que j'ai sauvée? L'entreprise que je fais tourner depuis 10 ans à la sueur de mon front? Attention à tonton, Sidonie. A aboyé mon père, tapant du poing sur la table. Je suis le patron, je décide. Tu feras ce qu'on te dit. Non, papa. C'est fini. Je refuse. Je refuse de travailler pour lui. Je refuse d'être votre esclave une minute de plus. Si Joris prend la direction, je démissionne. Maintenant. Tout de suite. La table a explosé. Mon père a hurlé, renversant son verre de vin qui attachait la nappe blanche d'une flaque rouge sang. Faustine a crié que je gâchais tout, que j'étais une hystérique. Émeric s'est levé pour me protéger alors que mon père s'avançait vers moi, menaçant, le visage déformé par la haine. Tu démissionnes? A craché mon père, postillonnant de rage. Après tout ce qu'on a fait pour toi? On t'a nourri, logé. Tu es une ingrate. Une sale égoïste manipulée par ce moins que rien. Il a pointé Émeric du doigt. Ce moins que rien m'a ouvert les yeux, ai-je répliqué, me levant à mon tour, me sentant grandir de 10 centimètres. Je ne vous dois plus rien. J'ai payé ma dette 100 fois. J'ai payé vos voitures, vos vacances, vos vies. C'est terminé. C'est là qu'il a pris mon sac à main sur le buffet et l'a jeté vers la porte d'entrée. Sors. Sors de ma maison. Et emmène ton mec avec toi. Tu vas voir ce que c'est que la vie sans mon argent et mes relations. Tu reviendras en rampant demain matin quand tu réaliseras que tu n'es personne sans le nom Grant. La scène du début. La pluie. Le sac dans la boue. La porte qui claque. Nous sommes montés dans la voiture d'Émeric. J'étais trempée, mes cheveux collaient à mon visage, mes vêtements étaient humides et froids. Je tremblais, mais pas de peur. Je tremblais d'adrénaline pure. Émeric a démarré le moteur, les mains crispées sur le volant. On va où? A-t-il demandé doucement. J'ai regardé la maison une dernière fois dans le rétroviseur. Les lumières chaudes aux fenêtres semblaient soudain sinistres, comme les yeux d'un monstre. Chez toi. Et demain, je coupe tout. Je coupe l'oxygène. Le lundi de Pâques est férié en France. C'est un jour traditionnellement dédié au repos, à la digestion du chocolat et aux promenades en famille. Pour moi, ce fut le jour du jugement dernier, le jour où j'ai appuyé sur le bouton rouge. Je me suis installée à la table de cuisine d'Émeric dès 8 heures du matin. Mon ordinateur avait heureusement survécu à la boue, bien que je dusse nettoyer les ports USB avec un coton-tige. J'ai préparé une grande cafetière de café noir. J'ai ouvert mon fichier Excel, celui que nous avions nommé la matrice. C'était ma carte de bataille. Première étape, les télécommunications. Je me suis connecté au portail de l'opérateur Orange Pro. Le contrat famille et business, qui regroupait toutes les lignes, était à mon nom personnel depuis des années pour faciliter la gestion comptable.
Il incluait la fibre optique très haut débit à la maison de mes parents, les forfaits mobiles illimités de tout le monde avec les derniers iPhones en location, et le bouquet TV Premium avec Canal+, beIN Sport et OCS. J'ai cliqué sur Gérer les contrats. J'ai sélectionné toutes les lignes sauf la mienne. J'ai cliqué sur Résilier. Le site m'a demandé un motif. J'ai tapé avec une satisfaction immense, déménagement à l'étranger sans possibilité de suivi. Clic, confirmation. Dans quelques heures, Joris allait être déconnecté en plein milieu de sa partie classée. Papa allait perdre l'accès à ses chaînes de sport. Maman ne pourrait plus appeler ses copines pendant des heures. Le silence allait s'abattre sur la maison. Deuxième étape, les cartes bancaires. J'ai appelé le service opposition de ma banque, ouvert 24 juillet. J'ai décliné mon identité, mon code secret. Bonjour, je souhaite déclarer la perte de mes 3 cartes bleues supplémentaires rattachées à mon compte. L'opérateur m'a demandé de confirmer. Oui, celle au nom de Sylviane Grant, celle de Faustine Grant, et celle de Régis Grant. Oui, s'il vous plaît, bloquez-les immédiatement. Opposition totale pour perte. Clic, la prochaine fois que Faustine essaierait de payer un cocktail en terrasse ou que maman voudrait acheter une crème anti-rides, le terminal afficherait ce message humiliant, paiement refusé, carte opposée. J'imaginais déjà leur visage décomposé devant les vendeurs. Troisième étape, les assurances et les abonnements divers. L'assurance de la Mini Cooper? Résilier. L'assurance du Porsche Cayenne? Résilier. L'abonnement à la salle de sport Club V? J'ai envoyé un mail au gérant, veuillez noter que je révoque l'autorisation de prélèvement pour l'abonnement de Madame Sylviane Grant à compter de ce jour. Le compte Netflix, Amazon Prime, Spotify Famille? J'ai changé le mot de passe pour Liberté 2024 et j'ai cliqué sur déconnecter tous les appareils. C'était chirurgical. C'était froid. C'était jouissif. Chaque clic me rendait un peu de mon âme. Vers 14 heures, alors que nous déjeunions, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. 1 fois. 2 fois. 10 fois. L'écran s'illuminait sans cesse. Maman Calling. Joris Calling. Maison Calling. Papa mobile Calling. Joris a laissé un message vocal, sa voix montant dans les aigus, paniquée, presque en pleurs. Sido. C'est quoi ce bordel? La box clignote rouge. J'ai une partie de tournoi. Rétablis ça tout de suite. Je vais perdre mon rang. Puis mon père, furieux, beuglant dans le combiné, le match ne marche pas. Et ta mère n'arrive pas à commander sur Amazon. Arrête tes gamineries tout de suite ou je viens te chercher et ça va mal se passer. Tu nous mets la honte. J'ai écouté les messages avec un visage de marbre, buvant mon café. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rappelé. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai mis dans un tiroir de la cuisine d'Emeric, et j'ai dit, tu veux aller te promener? Il a arrêté de pleuvoir, il y a du soleil. Ce silence radio était la première véritable arme que j'utilisais contre eux. Ils pensaient que j'étais une enfant qui faisait un caprice et qui allait céder à la première menace. Ils ne comprenaient pas encore que je venais de couper l'oxygène de leur bulle de confort et que l'asphyxie ne faisait que commencer. Le mardi matin, la réalité a commencé à mordre, et sa première victime a été Faustine. La princesse de la famille allait tomber de son trône. Elle avait prévu un shooting photo intitulé Printemps bucolique dans un champ de colza en fleurs à 1 heure de route de Lyon. Elle avait absolument besoin de sa Mini Cooper pour s'y rendre, et surtout, pour s'en servir d'accessoire sur les photos. C'était essentiel pour son feed Instagram. Ce qu'elle ignorait, c'est que dès l'ouverture des bureaux à 9 heures, j'avais appelé la société de leasing automobile. Le contrat était intégralement à mon nom. J'étais la locataire financière, elle n'était déclarée que comme conductrice secondaire. J'avais le droit absolu de disposer du véhicule. Bonjour, je suis Mademoiselle Grant. Je souhaite exercer mon droit de restitution anticipée du véhicule Mini Cooper immatriculé GG 123 ZZ. Oui, aujourd'hui. Il se trouve à l'adresse de mes parents. J'ai laissé le double des clés dans la boîte à gants hier avant de partir. Vous pouvez envoyer un transporteur le récupérer immédiatement. Vers 10h30,
Alors que Faustine finissait probablement son maquillage élaboré et choisissait sa tenue, une dépanneuse jaune vif est arrivée devant la maison de mes parents. Je n'étais pas là pour le voir, mais ma voisine, Madame Bertrand, une dame âgée adorable qui détestait le bruit du pot d'échappement sport de la voiture de Faustine, m'a tout raconté plus tard au téléphone avec une joie non dissimulée. Faustine est sortie en courant en peignoir de soie rose, les bigoudis encore sur la tête, hurlant après le chauffeur de la dépanneuse qui était en train de charger la voiture sur le plateau. « Vous n'avez pas le droit. C'est ma voiture. Je vais appeler la police. Arrêtez ça tout de suite. C'est du vol. » criait-elle, hystérique. Le chauffeur, un homme massif et impassible habitué aux mauvais payeurs, lui a simplement montré l'ordre de reprise sur sa tablette. Mademoiselle Sidonie Grant a résilié le contrat ce matin. C'est sa voiture, pas la vôtre. Si vous avez un problème, voyez avec elle. Reculez, s'il vous plaît. Il a chargé la voiture et est parti, laissant Faustine en larmes sur le trottoir, son shooting ruiné, son ego piétiné. Faustine m'a envoyé une rafale de textos haineux dès qu'elle est rentrée dans la maison, et qu'elle a dû utiliser la 4G car le Wi-Fi était coupé. Tu m'as volé ma voiture. Sale jalouse. Je vais te tuer. Comment je vais au shooting? J'ai des engagements avec des marques. Tu ruines ma carrière. Tu vas me le payer. J'ai rallumé mon téléphone juste pour lire ça. J'ai répondu une seule fois, calmement, ta carrière? Prends un Uber. Ah non, attends, j'ai bloqué la carte aussi. Prends le bus. Il y a un arrêt au bout de la rue. Bienvenue dans la vraie vie. Mais le pire, ou le meilleur selon le point de vue, restait à venir. Furieuse et cherchant à se venger, Faustine a fait une énorme erreur stratégique. Elle a fait une story Instagram en pleurs, racontant à ses 15 000 abonnés que sa sœur toxique et jalouse lui avait volé sa voiture et l'avait laissée en plan par pure méchanceté. Elle jouait la victime parfaite, espérant que sa communauté allait me harceler. Grave erreur. J'avais des captures d'écran. J'avais des preuves. J'ai créé un compte anonyme nommé La Vérité sur Faustine et j'ai posté en commentaire sous sa vidéo une photo du contrat de leasing montrant que je payais 450 € par mois depuis 3 ans, et une capture d'écran de ses messages d'insultes de la semaine précédente où elle me traitait de vache à lait parce que je refusais de lui payer ses vacances à Saint-Tropez. Internet est un tribunal impitoyable. En quelques heures, la tendance s'est inversée. Ses followers, qui pensaient qu'elle était une self-made woman, ont découvert la supercherie. Attends, tu as 29 ans et ta sœur te paie ta voiture? La meuf se la joue rich girl mais elle vit au crochet de sa famille. Rends l'argent et va bosser. #Phony influencé. Les commentaires négatifs ont afflué. Elle a perdu 2000 abonnés en une journée. Elle a dû passer son compte en privé le soir même pour arrêter l'hémorragie. Son image, son fonds de commerce, était brisé. La première tour du château de cartes venait de s'effondrer avec fracas. Pendant que Faustine gérait sa crise d'image et pleurait sur son sort, mon père faisait face à une catastrophe bien plus tangible et dévastatrice. Nous étions mi-avril. C'était la semaine critique, celle où il fallait absolument commander les pompes à chaleur, les liners sur mesure et les systèmes de filtration complexes pour les chantiers de l'été. Sans ces matériaux spécifiques, aucun chantier ne pouvait démarrer. Le planning était serré. Mon père s'est rendu chez son fournisseur principal, un grossiste en matériel de piscine avec qui nous travaillons depuis 10 ans. Il est arrivé confiant, comme d'habitude, prêt à taper dans le dos du patron. Il a passé sa commande habituelle, 60 000 € de matériel, payable à 60 jours fin de mois, comme nous le faisions toujours. Le commercial a tapoté sur son ordinateur, souriant, puis son visage s'est figé. Il a froncé les sourcils, tapé à nouveau, l'air embarrassé. Monsieur Régis. Le système bloque la commande. Il y a un problème. Comment ça? A demandé mon père, s'impatientant. Je suis client depuis 10 ans. C'est un bug? Le commercial a baissé la voix pour ne pas que les autres clients entendent. Il semble que la caution solidaire de Mademoiselle Sidonie a été retirée hier par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans sa garantie personnelle, votre ligne de crédit est, eh bien, elle est nulle.
Votre cote de crédit personnel est en rouge depuis votre incident de 2018. Le système refuse tout en cours. Mon père a blêmi. Il a essayé de bluffer, de hausser le ton. C'est une erreur administrative. C'est ma fille, elle a dû faire une fausse manie. Appelez le directeur. Je veux lui parler. Le directeur est sorti de son bureau. Il a été poli mais ferme. Monsieur Grant, j'ai validé le retrait ce matin. Votre fille a été très claire. Elle ne cautionne plus vos dettes. Sans une nouvelle garantie bancaire solide ou un paiement comptant immédiat, je ne peux rien vous livrer. Mes ordres sont stricts. Paiement comptant. Mon père n'avait pas 60 000 € de trésorerie disponible. Il avait tout dépensé en dividendes pour lui-même, en primes pour Joris et en frais de représentation. Les comptes étaient vides en attendant les acomptes des clients. Il est sorti de là en sueur, la chemise collée au dos. Il a couru à sa banque, le Crédit Agricole. Même réponse. J'avais envoyé des recommandés partout la veille, sous-signé Sidonie Grant, dénonce toute caution solidaire sur les comptes de la société Piscine Régis à compter de ce jour. L'effet domino a été immédiat, brutal et imparable. Les ouvriers sur les chantiers attendaient le matériel pour commencer à creuser et à installer. Pas de matériel égal arrêt de travail. Ils se sont retrouvés les bras croisés à 10 heures du matin. Les clients, des gens riches et impatients qui voulaient leur piscine pour juin, ont commencé à appeler le standard. Monsieur Régis, pourquoi il n'y a personne chez moi? Où est le liner? Vous m'aviez promis un démarrage aujourd'hui. Mon père ne pouvait pas leur répondre car il n'avait plus accès au dossier client complet. J'avais les mots de passe du CRM, logiciel de gestion client. Il avait le matériel informatique, les ordinateurs physiques, mais sans les codes d'accès au cloud que j'avais sécurisés, et que j'avais légalement le droit de garder jusqu'à la passation officielle qui n'avait pas eu lieu car j'avais été viré sans préavis, il était aveugle. Il a essayé de demander à Joris, le nouveau directeur général adjoint, de hacker le système pour récupérer les accès. Joris a passé 3 heures à essayer des mots de passe comme 123 456 ou password avant de bloquer définitivement le compte administrateur par trop de tentatives échouées. L'entreprise était à l'arrêt complet. Une coque vide. Un navire sans moteur et sans gouvernail en pleine tempête. C'est à ce moment-là, vers 16 heures ce mardi-là, que mon père a compris la réalité de la situation. Il a compris que je n'étais pas juste une secrétaire glorifiée ou une exécutante. J'étais le moteur, le carburant, le GPS et le cerveau de son entreprise. Et il venait de jeter les clés du moteur dans la boue sous la pluie. Il a essayé de m'appeler. 20 fois. J'ai regardé son nom s'afficher et j'ai laissé sonner. Le pouvoir avait changé de camp. Quand la colère et les menaces ne fonctionnent plus, les narcissiques passent invariablement à la phase suivante de leur manuel de manipulation, la culpabilisation et le recrutement d'alliés. En psychologie, on appelle ces alliés les singes volants, en référence aux créatures de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Ces gens que le narcissique envoie pour faire le sale boulot et ramener la victime au bercail. Cela a commencé le mercredi matin. Ma tante Claire, la sœur de mon père, m'a appelé. Elle ne m'appelle jamais. La dernière fois, c'était pour me demander si je pouvais avoir une réduction sur une piscine pour son fils. Sidonie, ma petite, a-t-elle commencé avec une voix mielleuse et faussement inquiète. Ton père m'a appelé hier soir. Il est dévasté. Il pleurait au téléphone. Il dit que tu veux détruire la famille, que tu as perdu la tête. Comment peux-tu faire ça à tes propres parents? Ils sont âgés, ils ont le cœur fragile. Tu vas tuer ton père de chagrin. J'ai pris une grande inspiration, calmant les battements de mon cœur. Tante Claire, est-ce que papa t'a dit qu'il m'a mise à la porte sous la pluie battante dimanche? Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a traité de moins que rien? Est-ce qu'il t'a dit que je lui ai donné 150 000 € en 10 ans de ma poche? Il y a eu un silence au bout du fil. Oh, ne parle pas de chiffres, c'est vulgaire, a-t-elle fini par dire, balayant mes arguments. C'est une question de respect et de sang. On ne laisse pas tomber sa famille. Tu dois t'excuser et rétablir l'accès au compte. Sinon, tu ne feras plus partie de cette famille, nous serons tous contre toi. J'ai raccroché sans répondre.
Puis mon oncle a appelé. Puis ma cousine. C'était une campagne coordonnée, un harcèlement de groupe. J'ai décidé d'y mettre fin avec une bombe atomique numérique. Je ne pouvais pas répondre à chacun, alors j'allais répondre à tous. J'ai rédigé un email. En objet, la vérité sur les comptes. J'ai mis en copie cachée toute la famille élargie, oncles, tantes, cousins, et même les grands-parents. Tout le carnet d'adresses familiales. En pièces jointes, le fameux fichier Excel d'Emeric, détaillé ligne par ligne, prouvant chaque centime dépensé. Et une copie de ma lettre de démission expliquant le harcèlement moral et l'absence de reconnaissance. Dans le corps du mail, j'ai écrit ces mots simples mais dévastateurs. Chère famille, puisque vous êtes si inquiets pour la santé financière de mes parents et que vous m'accusez de les abandonner, je vous invite à prendre le relais. La solidarité familiale doit s'appliquer à tous, n'est-ce pas? Voici la liste de leurs dépenses mensuelles incompressibles. Qui parmi vous se porte volontaire pour payer le leasing de la Mini Cooper de Faustine, 450 €? Qui veut payer le loyer de l'appartement de Joris, 800 €? Qui veut se porter caution solidaire pour le prêt de l'entreprise, 60 000 €? Qui veut payer le spa de ma mère, 120 €? J'ai porté ce fardeau seul pendant 12 ans. C'est votre tour. J'attends vos propositions de virement pour rétablir leur service. Si personne ne veut payer, alors je vous demande de respecter mon silence et ma décision. Cordialement, Sidonie. J'ai cliqué sur envoyer. L'effet a été instantané et spectaculaire. Le téléphone a cessé de sonner. Plus aucun message. Plus aucun appel. Personne, absolument personne, ne voulait risquer de devoir mettre la main à la poche. Ils se sont tous tus, honteux d'avoir été mis face à leur hypocrisie, ou effrayés que je leur demande de l'argent. J'avais coupé les ailes des singes volants d'un seul coup. Ma mère a tenté une dernière carte, la plus vile, le chantage affectif au suicide. Elle m'a envoyé un texto à 23 h ce soir-là, je n'en peux plus de cette honte. Je vais tout avaler. Tu auras ma mort sur la conscience. Adieu. C'était terrifiant. Mon premier réflexe a été de courir prendre ma voiture. Mais Emeric m'a retenu. C'est de la manipulation, Sidonie. Elle a fait ça 3 fois quand tu étais ado pour que tu ne partes pas en colonie. Si c'est vrai, elle a besoin de professionnels. Si c'est faux, elle a besoin d'une leçon. J'ai appelé les pompiers et la police. Je leur ai donné l'adresse et j'ai lu le message. J'ai dit que ma mère menaçait de se suicider. Ils ont débarqué chez mes parents avec gyrophares et sirènes hurlantes, réveillant tout le quartier huppé et curieux. Ils ont défoncé la porte car personne ne répondait. Ils ont trouvé ma mère en train de regarder la télé en mangeant des glaces Häagen-Dazs, en parfaite santé. Elle a dû expliquer aux pompiers, aux policiers et aux voisins agglutinés dehors pourquoi sa fille avait appelé les secours en panique. L'humiliation sociale a été totale pour elle. Elle a été fichée pour fausse alerte. Elle n'a plus jamais menacé de se faire du mal. L'été est arrivé. En France, juillet et août sont des mois sacrés. C'est le temps des grandes vacances, de la plage, de l'insouciance, des apéros en terrasse. Pour ma famille, ce fut l'été de la désolation, un long cauchemar sous un soleil de plomb. Sans matériel et sans trésorerie, l'entreprise Piscine Régis n'a pas survécu. Elle a été placée en liquidation judiciaire début juin. Le tribunal de commerce a prononcé la faillite. Les clients en colère, ceux qui avaient versé des acomptes pour des piscines jamais construites, ont porté plainte pour escroquerie. La banque a saisi la maison familiale pour couvrir les dettes personnelles de mon père, car il avait fini par signer des garanties désespérées sur ses biens propres sans me consulter, dans une tentative pathétique de sauver le navire. Ils ont dû quitter la villa fin juillet, sous une canicule écrasante à 40 degrés. J'ai appris par des voisins qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement T3, 3 pièces, dans une banlieue grise de Lyon, un immeuble des années 70 mal isolé, sans climatisation. Ils ont dû vendre les meubles de valeur, le piano, les tableaux, pour payer le déménagement et la caution. Joris, l'éphémère directeur général adjoint, a dû trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie. Sans diplôme et sans expérience réelle, vu qu'il n'avait jamais vraiment travaillé dans l'entreprise familiale,
il a fini comme préparateur de commandes chez Amazon, en équipe de nuit. Il portait des cartons et marchait 15 km par nuit au lieu de cliquer sur des souris. Fini les grasses matinées, fini les jeux vidéo toute la journée. La réalité du travail manuel l'a frappé de plein fouet. Faustine a touché le fond. Elle a dû vendre tous ses sacs à main de luxe, ses chaussures Louboutin et ses vêtements de marque sur Vinted pour payer ses dettes de cartes de crédit qui s'accumulaient. Elle a été forcée de prendre un job de serveuse dans un bar à touristes dans le Vieux-Lyon. Je l'ai croisée une fois par hasard, de loin. Elle était en train d'essuyer une table, en uniforme, l'air misérable, ses ongles manicurés cassés, se faisant engueuler par un client pour un café renversé. Elle n'avait plus rien de l'influenceuse glamour. Elle était juste une jeune femme fatiguée qui découvrait la valeur de l'argent. Et moi? L'été fut radieux. Le plus bel été de ma vie. J'avais trouvé un poste de directrice financière dans une start-up logistique en pleine croissance à Lyon. Un vrai salaire, supérieur à ce que je gagnais avec mon père. Des horaires normaux. Et surtout, du respect. Mes collègues écoutaient mes avis, mon patron me remerciait pour mon travail. Avec l'argent que je ne donnais plus à ma famille, ces fameux 1500 à 2000 € par mois qui partaient en fumée, Émeric et moi avons loué une petite maison avec un jardin à la campagne. Nous avons passé nos week-ends à faire des barbecues avec des amis, à rire, à jardiner, à vivre simplement mais librement. Pour la première fois de ma vie, mon compte en banque se remplissait au lieu de se vider le 10 du mois. Je pouvais m'acheter des vêtements sans culpabiliser. Je pouvais planifier des vacances. Je dormais la nuit. Je n'avais plus cette boule au ventre permanente, cette angoisse du coup de téléphone de mon père me demandant de l'argent. Un soir de juillet, assise sur ma terrasse avec un verre de rosé bien frais, écoutant le chant des grillons, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne ressentais aucune culpabilité. Pas une once. Juste un profond soulagement. C'était comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant une décennie, et que je venais enfin de le poser au bord de la route. J'étais légère. J'étais libre. Septembre est arrivé. La rentrée. L'air devenait plus frais, les feuilles commençaient à jaunir. Un jour, en sortant d'un supermarché de la banlieue où j'étais allé chercher un colis, je me suis retrouvée nez à nez avec mon père au rayon des conserves. Je ne l'avais pas vu depuis Pâques. Le choc a été rude. Il avait vieilli de 10 ans en 5 mois. Il avait perdu du poids, ses cheveux étaient gris et mal peignés, sa peau était terne. Il portait une chemise que je reconnaissais, une ancienne chemise de marque, mais qui était maintenant trop grande pour lui, froissée et tachée au col. Il poussait un caddie contenant des produits bas de gamme, des marques distributeurs, des pâtes premier prix. Lui, qui ne jurait que par le traiteur de luxe et la viande de boucher. Il m'a vu. Il s'est figé, une boîte de petits pois à la main. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur d'espoir s'allumer dans ses yeux ternes. Il a ouvert la bouche, a fait un pas vers moi. Et j'ai su avec une certitude absolue ce qu'il allait dire. Il allait s'excuser. Il allait dire qu'ils avaient besoin de moi. Que c'était dur. Que le sang était plus important que tout. Que la famille devait se serrer les coudes. Il allait jouer la carte de la pitié, de la vieillesse, de la misère. J'ai senti mon cœur battre fort dans ma poitrine, mais ma tête est restée froide comme la glace. Je me suis souvenu de la pluie de Pâques. De la boue sur mon sac. Du mépris dans sa voix quand il m'avait jeté dehors. Des 150 000 € volés à ma jeunesse. De mes années perdues à essayer d'acheter leur amour. S'il s'excusait maintenant, ce n'était pas par amour ou par regret. C'était par nécessité. Il cherchait une nouvelle béquille, un nouveau chéquier, une nouvelle mule pour porter son fardeau. Il ne voyait pas sa fille, il voyait une solution à ses problèmes financiers. Alors, avant qu'il ne puisse prononcer un mot, avant qu'il ne puisse m'engluer à nouveau dans sa toile, j'ai fait la chose la plus difficile et la plus courageuse de ma vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans haine, sans colère, mais sans chaleur. J'ai incliné la tête poliment, un simple signe de tête froid et distant qu'on adresse à une connaissance lointaine ou à un voisin qu'on croise peu. Et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas ralenti. Je ne me suis pas retourné. J'ai entendu un faible, un pathétique Sidonie,
derrière moi, une voix brisée et suppliante qui s'éteignait dans le bruit du supermarché. Mais mes jambes ont continué d'avancer, un pas après l'autre, vers la sortie, vers la lumière, vers ma voiture, vers ma vie, vers ma liberté. Je suis montée dans ma voiture, une nouvelle Peugeot 308 que je m'étais achetée cash avec mes économies, j'ai mis la musique à fond, et j'ai pleuré un bon coup sur le parking. Pas de tristesse, mais de libération finale. C'étaient les dernières larmes que je verserais pour eux. Le deuil était terminé. J'avais enterré la petite fille qui voulait plaire à papa. La femme adulte était née. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec eux. J'ai bloqué tous leurs numéros, tous leurs emails. J'ai entendu dire par des amis communs que Joris vit toujours chez eux, qu'il a perdu son job chez Amazon et qu'il est retourné à ses jeux vidéo. Que Faustine cherche désespérément un mari riche sur des applications de rencontres pour sortir de la misère. Que mes parents vivent chichement de la petite retraite de mon père et des aides sociales, aigris et seuls. C'est la vie qu'ils se sont construites par leurs choix égoïstes. C'est la vie qu'ils méritent. Quant à moi, je prépare mon mariage avec Émeric pour l'été prochain. Nous allons payer nous-mêmes, sans l'aide de personne, chaque fleur, chaque plat, chaque instant. Ce sera une petite fête, intime, remplie d'amour véritable, pas d'obligation. Et ce sera la plus belle fête du monde. J'ai choisi d'être la méchante de l'histoire aux yeux de ma famille pour pouvoir être enfin l'héroïne de ma propre vie. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Avez-vous ressenti cette culpabilité dévorante avant de ressentir la liberté? Partagez votre histoire, vos doutes et vos victoires dans les commentaires, cela aide énormément de savoir qu'on n'est pas seul face à ces choix impossibles. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a donné le courage de dire non, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres récits de justice et de karma. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.